Et il y avait 70 startups israéliennes qui travaillaient sur le Covid. Nous avons l'honneur et le plaisir ce matin de commencer cette matinale avec le docteur Irène Fermont, ici présente, spécialiste de la pharmacovigilance. Elle est également présidente de ISOP Israël et fondateur de IFC Consulting. Elle est à mes côtés. Bonjour Irène Fermont. Comment ça va, Irène ? Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Voilà, vraiment très contente ce matin parce que c'est vrai que vous avez été, on va dire, au cœur un petit peu de cette crise du Covid-19. Vous avez aidé, on va dire, en tout cas, vous avez donné beaucoup de recommandations. Vous avez fait un webinar qui a vraiment très bien fonctionné. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été votre action par rapport au Covid-19 ? Alors, mon action, c'était, en parlant avec mes amis, je me suis rendu compte que tout le monde était scotché à la télévision en train de regarder les chiffres, le nombre de morts, le nombre de gens qui étaient contaminés. Et en parallèle, moi, je voyais ce qui se passait, quelles étaient les mesures qui étaient prises, entre autres, par la Magen David Adom, par le ministère, par l'hôpital Sheba Tel HaShomer. Et j'ai assisté à beaucoup de webinars qui étaient diffusés dans le monde entier sur la façon dont Israël mettait en place certaines technologies. Et c'était tellement fascinant que j'en parlais autour de moi et tout le monde me disait « mais ce serait bien que tu nous expliques un peu plus ». Et pour moi, cette période a été vraiment un changement qui va complètement révolutionner la médecine. Parce que ce qui aurait dû se mettre en place pendant quelques années s'est mis en place en quelques semaines, entre autres à l'hôpital Sheba, mais aussi dans d'autres hôpitaux. D'autres hôpitaux. Voilà. Alors, l'hôpital Sheba, évidemment, c'est le fleuron de cette lutte contre le coronavirus. Il a été aménagé très rapidement. Il y a eu tout un système et on va dire un process qui a été mis en place là-bas pour gérer justement les malades du Covid-19. Alors aujourd'hui, on est un petit peu après le pic de la crise, parce que les chiffres, on nous le montre, sont tout à fait encourageants. Tout le monde parle d'une deuxième vague. Vous en pensez quoi ? Alors, je crois que personne ne sait. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses dans un sens, des hypothèses dans un autre sens. On se rend compte que cette maladie, on apprend tous les jours quelque chose sur cette maladie. De nouveau, ça a commencé par une grippe et puis on se rend compte qu'il y a des tas d'autres signes qui ne sont pas ceux d'une grippe. Donc, c'est une vraie découverte d'une nouvelle maladie. Et c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de savoir si on est dans un modèle ou dans un autre modèle. Donc, il faut rester, je pense, très prudent et il vaut mieux prévoir et que ça ne se passe pas, et ce qui est la décision du gouvernement de prévoir, même si ça ne se passe pas. De toute façon, si jamais on met en place des mesures qui vont augmenter la qualité des hôpitaux, ça ne fera que profiter au système de santé israélien qui en a besoin. Alors justement, vous êtes une professionnelle, on va dire, de la sécurité des médicaments. Vous avez une longue carrière en France, vous êtes en Israël depuis quelques années, 7 ans je crois. Oui. Alors, est-ce que vous avez l'oreille du ministère de la Santé? Est-ce que cette crise du Covid-19 a mis, on va dire, en exergue la faiblesse au niveau de la pharmacovigilance israélienne? Est-ce qu'il y a eu des décisions qui vont être prises à présent Je pense pas que à ce moment-là, le problème de la sécurité du médicament est passé en priorité basse, on va dire. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'hésitations. Quel protocole prendre, quel médicament donner, avec des effets secondaires qui peuvent être très nuisibles pour la santé. Absolument. Alors, ce qui était, si on veut, je voudrais pas parler trop de ça parce qu'en fait c'est pas vraiment sur ça que je me suis consacrée pendant toute cette période. Je me suis plus consacrée à essayer de lister toutes les prouesses technologiques et la gestion de crise très originale d'Israël et qui a fait qu'on a eu des chiffres extrêmement bas par rapport aux autres pays. Mais par contre, ce que j'essaie de faire, c'est que
j'ai essayé de mettre en place une campagne que je suis en train de lancer sur le recueil des effets secondaires des médicaments qui ont été utilisés pendant le Covid, pour voir si ces médicaments qui existaient déjà pour d'autres indications, peut-être chez des malades du Covid, avaient d'autres effets secondaires. Donc pour l'instant, c'est tout à fait le début et je serais très contente que les malades et les professionnels de santé nous rapportent ces effets secondaires. Donc on a une... Vous êtes au début de cette observation, de cette campagne. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui démarre. Voilà. Ce que j'ai fait pendant toute cette période, c'est que j'ai recensé tous les changements technologiques qui étaient de toute façon en germe. Alors il y a trois grands on va dire, il y a trois grands acteurs. Bon, il y a eu le ministère de la Santé qui s'est tourné vers l'Institut Weizmann et puis Kira Radinsky de Diagnostic Robotics pour essayer de voir quelle était l'extension de la pandémie et comment trier, surveiller. Et ça a été tellement efficace que immédiatement 10 pays se sont alignés pour avoir ces mêmes outils. Alors ça, vous parlez de quoi, des robots ou du système qui faisait qu'il n'y avait pas d'interaction avec les malades et que tout était géré par des caméras ou par des appareils, pas ça? Je parle pas de ça. Je parle du système qui était mis en place avec Weizmann et avec Diagnostic Robotics, qui permettait de non seulement d'identifier les zones rouges où il y avait beaucoup de malades et de prévoir, grâce à l'intelligence artificielle, de prévoir vers quel endroit ça allait s'étendre. Ouais. Ce qui voulait dire que ça permettait de savoir où il fallait aller tester en priorité, où il fallait faire du lockdown et du confinement, et donc ça permettait d'être beaucoup plus efficace que si on était à l'aveugle. Donc ça, c'était la première action du ministère qui a permis d'être vraiment très efficace. Il y a eu d'autres outils. J'essaye. Voilà. On peut pas être exhaustif. On va résumer. Voilà. Ensuite, il y a eu l'hôpital Sheba. Alors Sheba Tel HaShomer. Donc l'hôpital Sheba a quelque chose. Premièrement, ils ont été classés pour la deuxième année parmi les 10 meilleurs hôpitaux du monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à leur actif. Et ils ont, à l'intérieur de l'hôpital, ils ont monté un centre d'innovation qui s'appelle ARC. Et donc, le docteur Eyal Zimmerman, qui est le directeur adjoint, directeur médical, directeur de l'innovation de Sheba, qui est quelqu'un que j'admire énormément, il est un des grands défenseurs de la télémédecine. Et fin 2019, ils avaient leur plateforme prête à démarrer. Ils avaient prévu que fin 2020, ils auraient 50% de Sheba qui seraient en télémédecine. Et en une semaine, ils ont atteint leur 50% et maintenant même 80% au moment du Covid, en février. C'est absolument épatant. Alors, en fait, Sheba a été vraiment un des leaders, mais je sais que dans plein d'autres hôpitaux, il y a eu énormément d'innovations qui se sont produites, mais Sheba était vraiment le leader. Et ils se sont appuyés sur plusieurs choses. Alors, ils ont développé la télémédecine immédiatement. Alors, ils ont créé entre 40 lits en quelques jours, puis ils ont été jusqu'à 600 lits. Ils ont utilisé tout ce qui était possible, c'est-à-dire les dortoirs, les parkings, et tout ça s'est fait à une vitesse absolument folle. Et donc, il y avait des robots, effectivement, qui rentraient à l'intérieur des chambres. Ils ont transformé, alors tout ça c'était grâce à des start-up qui existaient déjà dans l'écosystème, dans l'ARC. Bien sûr. Et donc il y avait la télévision qui devenait un outil de communication avec le malade, avec la famille, avec les infirmiers. Et entre les malades eux-mêmes et avec les médecins. Ils ont mis en place la télétente où les médecins étaient comme dans leur QG de guerre, où ils pouvaient voir tous les différents paramètres physiques et
biologique du malade, donc avec un contact minimum avec le malade pour pouvoir sauvegarder les professionnels de santé, parce qu'il fallait absolument qu'on ne soit pas dans le même cas que dans d'autres pays. Ouais, où les professionnels de santé ont payé le prix fort, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont fait que Israël a eu, parce que tout le monde dit comment, ok, on a fermé les frontières tôt, etc. Mais il n'y a pas eu que ça. Évidemment, il y a eu beaucoup d'apports technologiques. Grâce à la technologie, on a pu sauver des vies. Exactement. Et puis ils ont aussi fait un appel pour que tous les hôpitaux dans le monde entier, et en Israël et dans le monde entier, puissent envoyer leurs données et qu'elles puissent être vues, analysées par intelligence artificielle, de façon à pouvoir trouver quels étaient les premiers symptômes qui permettaient de voir si un patient se détériorait. Alors là, il n'y a pas eu de... Et donc, là, il y avait Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, il y avait le National Health Institute aux États-Unis. Donc, en fait, là, maintenant, ils ont collecté énormément de données, donc c'est ce qu'on appelle les big data. Et chaque fois qu'il y avait un webinaire qui était organisé, ou bien par Sheba, ou bien par le ministère du Commerce, ou par l'Israel Export Institute, il y avait des gens du monde entier qui venaient et qui regardaient et qui demandaient à adopter ces mêmes méthodes. Donc c'était vraiment... Pour moi, c'était fascinant de voir ce qui se passait. Alors, d'autant qu'on sait très bien qu'Israël, même chez les universitaires parfois, a été victime de boycott, a été victime de censure. Donc là, a priori, on a passé peut-être un cap. Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Ça, c'est de la politique, donc je ne sais pas. Ce qui va durer, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a, il y avait plusieurs acteurs, je vous ai dit. Il y a la Magen David Adom, qui a été absolument extraordinaire. Ils ont acheté 600 ordinateurs en un jour. Ces 600 ordinateurs ont été, en une nuit, ils ont installé leur logiciel. Il y a 22 000 volontaires qui sont arrivés, dont je crois 50 000 qui avaient entre 15 et 18 ans, et ils ont créé 5 call centers en prenant les écoles à côté, et en créant des drive-in, et donc ils ont été vraiment aussi... Un des acteurs. Il y a eu beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie collaboration, en fait. C'est ça, ça s'est fait à plusieurs niveaux. Cette gestion de crise, en fait, Sheba était le QG de cette gestion de crise. Et ce qui était très original, parce qu'en fait, c'était ça, c'était out of the box. C'est-à-dire vraiment penser complètement en dehors des schémas habituels, la réactivité, l'inventivité, c'était vraiment fascinant de voir ça. On sentait qu'Israël savait ce que c'était une gestion de crise, et de mettre le Mossad, l'armée, la police, le Magen David Adom, tout ça à l'intérieur de l'hôpital, c'était vraiment incroyable. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors vous, évidemment, vous êtes française, vous avez fait toute votre carrière en France. Je sais qu'en général, les professionnels de santé ont toujours un œil sur ce qui se passe à 4000 km de nous. Est-ce que vous avez eu des relations avec vos collègues français ? Est-ce que vous avez été interrogés sur ce qui se passait ici Alors, par l'intermédiaire du groupe international de la Magen David Adom, parce qu'il y a eu un groupe de médecins français qui est venu faire 2 fois une semaine de stage avec le Magen David Adom. Et il y avait quelques médecins français de Jérusalem ou d'Israël, dont nous faisions partie, mon mari et moi. Et donc, on a gardé les contacts. Donc, en fait, nos sources étaient vraiment très, très directes, puisqu'on avait des gens qui étaient dans les SAMU, qui étaient en réa, qui étaient en cardio. Enfin, donc, on avait des retours, et c'était affolant de voir ce qui se passait par rapport à ce qui se passait ici en Israël. Je sais qu'il y a eu la une au journal télévisé en France, on a beaucoup parlé d'Israël, sur l'innovation en Israël. Alors, il y avait un autre acteur qui s'appelle Our Crowd, qui est une plateforme d'investissement
qui a présenté des startups, et il y avait 70 startups israéliennes qui travaillaient sur le Covid. Alors ça allait depuis un petit appareil pour mesurer les fonctions respiratoires, qui d'habitude c'est quelque chose de beaucoup plus important, on bouge le malade. Là c'était quelque chose qui pouvait venir vers le malade. Quelque chose de mobile, ouais, c'était tout à fait. Il y avait un petit appareil pour mesurer, avec 3 gouttes de sang, on pouvait faire la numération formule sanguine, et c'était aussi un tout petit appareil qui pouvait être devant la porte de la chambre du malade. Donc toujours avec cette... il y avait aussi un appareil, enfin c'est même pas un appareil, c'est des capteurs qui se mettent sous le matelas du malade et qui sont capables de montrer les premiers signes de détérioration. Or, les premiers signes de détérioration sont extrêmement importants parce que plus on intervient vite et plus on peut sauver le malade. Ouais, donc c'est vraiment, on a de quoi être fier de notre pays et de ce qui s'y passe tout simplement. Absolument. Voilà. Alors, vous nous avez amené quelques chiffres. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on va peut-être les voir à l'antenne. Jonathan, qui est en technique, je ne sais pas s'il nous entend. Voilà, des chiffres sur le bilan un petit peu de où nous en sommes, en fait. Alors, c'était, comme j'ai fait un webinaire vers le 12 mai, donc ce sont des chiffres du 12 mai, parce que je voulais montrer, en fait, ça a commencé par des demandes d'amis dans la communauté. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est la télémédecine? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va changer notre vie? Et oui, ça va changer notre vie parce que de 20 médecins, 20 consultations qui étaient faites en télémédecine au début du Covid, ils sont passés à 2000. Ou même, je crois, 20 000, il me semble. Donc, les médecins qui étaient plutôt réticents de ne pas avoir le contact direct avec les patients, ils ont été obligés de traiter les patients par télémédecine, pas seulement ceux qui étaient dans le Covid, mais ceux qui continuaient à devoir être soignés, qui étaient médecine de ville, on va dire. En chimiothérapie, qui auraient dû venir à l'hôpital et qui ne sont pas venus. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que ce qui devait se développer en plusieurs années s'est développé en quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture vers une nouvelle ère de la médecine. Alors, on a l'impression que le ministère de la Santé est un petit peu en retrait, que c'est la société civile, les startups, la société, on va dire, économique, qui font avancer le schmilblick, et que le ministère de la Santé s'aligne sur ce qui se passe. Je suis un peu dur avec vous, là, ce matin. Je pense que, en fait, on va le dire d'une façon très positive. Je pense que dans la société en Israël, en tous les cas au niveau de la santé, moi, ce que je ressens, c'est que l'exemple viendra de l'initiative individuelle. Je le ressens très fort. Et en fait, c'est aussi une force. Le fait parce que c'est ce qui caractérise la société israélienne. Je veux dire, on voit le nombre d'associations qui existent. Et finalement, peut-être que dans une société très centralisée, très forte, on n'aurait pas pu voir émerger autant d'innovation et d'improvisation. Mm-hmm. Et finalement, il y a toujours un versant positif, un versant négatif évidemment, de cette... mais en l'occurrence, c'est quand même... ça donne cette possibilité aux gens qui veulent vraiment foncer de pouvoir le faire. Voilà. Bon. Alors, on va juste finir avec les chiffres. Bon, alors, c'est des chiffres au 12 mai, évidemment. On va peut-être voir le tableau s'afficher. Alors là, c'est le nombre de morts par million d'habitants. Oui, en fait, c'est quand j'ai commencé mon webinaire, avant de dire pourquoi on avait été quand même efficace, il fallait que je puisse montrer des chiffres par rapport à d'autres pays. Donc, en fait, si on prend des chiffres comme la Suède ou la Belgique, qui sont à peu près des équivalentes en population, on voit qu'il y a une différence absolument énorme. Si on prend par million d'habitants, on était à 30 en Israël, alors qu'en Belgique, on était à 756 par million d'habitants, et en Suède, 322. Alors, il y avait un grand débat. Est-ce qu'on a bien fait de fermer, d'être en bidouille, de problèmes économiques, etc. Mais les chiffres, en tous les cas, peut-être que sur le plan économique, c'était très difficile, et on va maintenant voir les suites.
Mais en tous les cas, sur le plan de la vie humaine, je veux dire que la Suède a fait le pari contraire et elle a payé très cher. Et donc, si on prend le nombre de morts en quantité, non pas par million d'habitants, mais en quantité réelle, eh ben, on passe je crois, on est à peu près à 230 en Israël. C'est le prochain... C'est le prochain slide. Oui. Voilà, on va le mettre ensuite. Ouais. Et donc, on passe à des chiffres qui sont multipliés par 10 ou par 20 dans d'autres pays. Alors, c'est vrai qu'on le paye cher sur le plan économique, mais je pense qu'Israël a choisi d'abord les vies humaines, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, en tant que médecin, ça me remplit de joie. Et de fierté. On peut comprendre. Voilà. Mais en tout cas, on espère qu'on aura l'occasion de reparler avec vous de la pharmacovigilance, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant, parce qu'on sait qu'en Israël, on n'est pas tout à fait encore au niveau d'autres pays européens, notamment sur ce thème. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir l'envers du décor, le côté technologique de cette gestion de crise. On vous remercie, docteur Irène Fermont, et puis on espère vous retrouver prochainement. Merci. Voilà. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Ben oui, allez-y. Alors, il y a à peu près 200 à 300 000 personnes qui meurent des effets secondaires par an aux États-Unis et en Europe. Des effets secondaires du médicament ? Du médicament. OK. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 000 personnes qui sont mortes du Covid. Une fois. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais ça veut dire que tous les ans, on a en Europe 300 000 personnes qui meurent par an. Aux États-Unis, 300 000 personnes. Je n'ai pas les chiffres en Israël. Okay. Mais j'aimerais qu'on ait la même sensibilité. Qu'on avait pour le Covid-19. C'est-à-dire que vous pensez que si on mettait toute l'énergie qu'on a mis pour ces 300 000 qui vont mourir une fois, alors que d'autres meurent tous les ans, le même chiffre. Absolument. Donc on pourrait sauver des vies humaines. Exactement. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et on va continuer notre programme. On vous dit à très bientôt, Irène Fermont, docteur Irène Fermont. Ciao. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.